Comme beaucoup, avant de te rencontrer, je ne connaissais Langres que du point de vue de la nationale qui relie le nord au sud. On ne fait ici que passer. On découvre distraitement une ville en surplomb, ramassée à l'intérieur de ses remparts. On se dit que si on avait le temps, cette ville vaudrait le détour. Mais on n'a jamais le temps. On est déjà passé. Ce sera pour la prochaine fois, toujours pour la prochaine fois. Nous avons choisi cette ville ensemble, une ville à la campagne, un lieu de vie dont on ne se lasserait pas. Nous avons choisi une ville chargée d'histoire, mais pas une ville musée. Une ville encore vivante, qui serait susceptible d'attirer d'autres vivants comme nous, de nouveaux habitants qui seraient heureux d'y construire ou d'y reconstruire leur vie. Nous habitons sur les remparts une petite maison d'artisans dont la construction remonte au tout début du XVIIIe siècle. Il est très possible que Diderot l'ait rencontré au cours de ses promenades. Habiter une maison pour assister à la disparition du soleil dans des ciels à la composition toujours imprévue. À la dissipation du brouillard, on peut entrevoir la colline des Fourches, la colline des Pendus pour l'exemple, qui se balançait doucement dans un environnement souvent vanté. Toute guillotineuse qu'elle ait été, la Révolution a aboli ses usages. Le souvenir de Diderot nous a-t-il incité à nous installer ici? Nous savions qu'il s'agissait de sa ville natale. Nous savions qu'il en était parti à l'âge de 15 ans pour continuer ses apprentissages à Paris. Sans doute, une proximité dans la conception du monde, la conviction partagée que le premier devoir de l'homme est de se rendre heureux. Vivre heureux dans cette ville qui s'est construite dans l'histoire de ses carrières, au milieu de forêts immémoriales, entourée de forts et de 4 lacs réservoirs à destination du canal. Il n'a pu connaître le canal et les lacs de son vivant. La forêt était aussi plus massive, plus profonde. On se sent entouré, voilà la sensation première. Entouré ou enfermé? Ou pire encore, emmuré? Le visage fermé par un silence intérieur. La bouche aux dents crénelées garde l'expression belliqueuse d'un autre temps. On a voulu se protéger des agressions de l'extérieur, et voilà que le piège s'est refermé. On s'est enfermé en soi-même, et le silence pèse aussi lourd qu'une simple pierre. Il était dedans dans ce cas-là. Ah bah sûrement. On était alors en état de veille. On passait ses nuits à faire le guet. Le moindre franchissement de porte pouvait entraîner un drame. Ce qui interdit à l'autre d'entrer vous empêche de sortir.
On élève des remparts autour de soi, dans l'espoir d'y gagner de la liberté, ou plus frileusement de la préserver, dans l'espoir, caressé par certains, de ne plus se laisser distraire de l'essentiel. Tandis que le corps reste immobile, le regard s'égare à vol d'oiseau. Vous voyagez par les yeux, aussi loin que vos yeux peuvent voir. Quand la vue se perd, aussi loin que votre cerveau peut imaginer. Le regard se mue en un geste qui rapproche les lointains. Un regard si près du toucher, vous touchez ce qui ne saurait s'atteindre. On aime son pays natal, et on y peut faire un pas sans y rencontrer des objets intéressants par la mémoire qu'ils nous rappellent de notre temps d'innocence. C'est ici la maison de mon père. Là, je suis né. Ici, j'ai fait mes premières études. Là, j'ai connu cet homme qui me fut si cher. Ici, cette femme qui alluma mes premiers désirs. Ton père était coutelier, n'est-ce pas? Il y a le travail de la lime, le plus épineux, le plus difficile, celui qui épuise, fatigue, ennuie et ne finit point. Il faut surtout savoir de la patience. Nous avons voulu y vivre, c'est-à-dire aussi y travailler. Nous y avons réalisé plusieurs films avec des artisans d'art et des paysans en agriculture biologique. L'agriculture est, comme le mot le fait assez entendre, l'art de cultiver la terre. Cet art est le premier, le plus utile, le plus étendu et peut-être le plus essentiel des arts. Nos pas dans ces pas à 3 siècles de distance. En son temps, de nombreuses maisons étaient encore à pans de bois. Les remparts étaient couverts. Et la promenade de Blanchefontaine a bien changé depuis qu'il y a médité. Nous avons ici une promenade charmante. C'est une grande allée d'arbres touffus qui conduit à un bosquet d'arbres, rassemblés sans symétrie et sans ordre. On y trouve le frais et la solitude. On descend par un escalier rustique à une fontaine qui sort d'une roche. Ces eaux, reçues dans une coupe, coulent de là et vont former un premier bassin. Elles coulent encore et vont en remplir un second. Ensuite, reçues dans les canaux, elles se rendent à un troisième bassin, au milieu duquel elles s'élèvent en jet. La coupe et ces 3 bassins sont placés les uns au-dessous des autres, en pente, sur une assez longue distance. Le dernier est environné de vieux tilleuls. Ils sont maintenant en fleurs. Entre chaque tilleul, on a construit des bancs de pierre. C'est là que je suis à 5 heures. Mes yeux errent sur le plus beau paysage du monde.
C'est une chaîne de montagnes, entrecoupée de jardins et de maisons, au bas desquelles serpente un ruisseau qui arrose des prés et qui, grossi des eaux de la fontaine et de quelques autres, va se perdre dans une plaine. Je passe dans cet endroit des heures à lire, à méditer, à contempler la nature et à rêver à mon ami. Oh, qu'on serait bien sur ce banc de pierre. C'est le rendez-vous des amants du canton et le mien. Ils y vont le soir, lorsque la fin de la journée est venue suspendre leurs travaux et les rendre les uns aux autres. La journée a dû leur paraître bien longue, et la soirée doit leur paraître bien courte. Le ciel contiendrait tous les paysages terrestres possibles. Il les mettrait en lévitation. Des îles, des monuments de passage. Architectures évanescentes, sans fondation. Les bords sont sans cesse mangés par un ciel à la fin insatiable. L'esquisse ne nous attache peut-être si fort que parce qu'étant indéterminée, elle laisse plus de liberté à notre imagination qui y voit tout ce qui lui plaît. C'est l'histoire des enfants qui regardent les nuées, et nous le sommes tous, plus ou moins. Pourquoi une belle esquisse nous plaît-elle plus qu'un tableau? C'est qu'il y a plus de vie et moins de forme. À mesure qu'on introduit les formes, la vie disparaît. Partout de la roche, au-dessus, au-dessous. Par endroits, des concrétions pierreuses à fleur de sol, longuement et richement sédimentées, scintillantes de fossiles marins, à portée d'une main qui n'a pas longtemps à creuser pour les trouver, disponibles. Autre chose est de les extraire, de les réveiller de leur sommeil poudreux.
Il y a quelque chose d'aérien dans le geste d'élever un monument. On oublie combien il a été difficile de soulever les pierres qui le composent, et d'abord de les arracher à la terre. Le soulèvement peut être aussi social. Soulever les fondements même de la société, ses fondations. S'attaquer aux fondations. Affronter les profondeurs. Affleurerait-elle à la surface? La ruine semble tapie au cœur de la restauration. L'arc gallo-romain, c'est d'abord le monument probablement le plus ancien de la région, puisqu'il date de 20 avant Jésus-Christ. Une histoire à l'échelle de la vie humaine, presque rien. Le souffle comprimé d'un dieu à l'étroit dans cette poignée de siècles. Il est constant que la langue moderne est assise sur les ruines d'une langue ancienne. Il est rare qu'on fasse une fouille un peu profonde sans trouver des caveaux, des colonnes, des lieux pavés en mosaïque, des restes d'édifices. Vestige est si proche de vertige. Tant d'imaginaires s'y concentrent que l'on ose à peine en faire vibrer les sons. On ne peut savoir à l'avance jusqu'où il est possible de s'y égarer. Marcher dans l'histoire, s'y déplacer, à perte de pas, à perte de souffle, à perte de vue. Arpenter serait plus exact. Arpenter l'histoire dans ses strates d'architecture. La pierre, aussi, retourne à la poussière. Elle s'en distingue provisoirement, fugitivement, à travers des monuments érigés en rempart contre le temps. Les visages sont à fleur de pierre. Ce sont eux qui s'écorcent les premiers, celui du saint, comme celui du singe. L'érosion la rend à son passé de roche mal dégrossie, se déchausse sous l'effet du gel, se désolidarise de l'ensemble, s'effrite, se délite, se fissure, se disloque. La végétation reprend ses droits, alliance vite renouée du minéral et du végétal. Il vous vient parfois l'hallucination d'un parterre paysager. Un enchantement végétal s'accroît au défaut de la pierre. J'aime ce passage du marbre à l'humus, de l'humus au règne végétal et du règne végétal au règne animal, à la chair.
Que serait un ciel en ordre? Un ciel d'un bleu parfait? Dans un ciel uniformément bleu, on cherche un interlocuteur, ne serait-ce qu'un nuage égaré. Mais rien. Tout est désespérément transparent. Voici que se présente un nuage qui n'a pas été invité. On dit un nuage de chaleur. Presque une ombre de nuage. Improbable en tout cas. Une esquisse déjà défaite. C'est le dessin qui donne la forme aux êtres, c'est la couleur qui leur donne la vie. Et cette avalanche de couleurs qu'embrase le soleil à son couchant. Des rouges et des noirs, des oranges et des violets, et des roses et des bleus, et des gris de toutes nuances, et des blancs comme surgis de la palette d'un peintre. Et ces jaunes stridents comme des cris. Cependant, par un tour de tête bizarre, comme j'en ai quelquefois, transformant tout à coup l'œuvre de nature en une production de l'art, je m'écriais que cela est beau, grand, varié, noble, sage, harmonieux, vigoureusement colorié. 1000 beautés éparses dans l'univers ont été rassemblées sur cette toile, sans confusion, sans effort, et liées par un goût exquis. C'est une vue romanesque dont on suppose la réalité quelque part. Qu'a de commun la lumière et même la couleur d'un corps isolé et exposé à la lumière directe du soleil, avec la lumière et la couleur du même corps, assaillis de tous côtés par les reflets plus ou moins forts d'une multitude d'autres corps diversement éclairés et coloriés. Franchement, je m'y perds, et j'imagine parfois qu'il n'y a de beaux tableaux que ceux de la nature. C'est un état bien singulier que celui du rêve. Veillais-je quand je crois rêver? Rêvais-je quand je crois veiller? Les eaux, les arbres, les forêts que j'ai vues en nature m'ont certainement fait une impression moins forte que les mêmes objets en rêve. Le lendemain, en m'éveillant, je disais « Voilà la vraie vie, le vrai séjour de l'homme. » Tous les prestiges de la société ne purent jamais en éteindre le goût. Quel que soit le coin de la nature que vous regardiez, sauvage ou cultivé, pauvre ou riche, désert ou peuplé, vous y trouverez toujours deux qualités enchanteresses, la vérité et l'harmonie. L'arbre des forêts le plus régulier a toujours quelques branches extravagantes. Gardez-vous de les supprimer, vous en feriez un arbre de jardin. Voyez cet arbre, c'est au luxe de ses branches que vous devez la fraîcheur et l'étendue de ses ombres. Vous en jouirez jusqu'à ce que l'hiver vienne le dépouiller de sa chevelure. Cet ouvrage produira sûrement avec le temps une révolution dans les esprits. Et j'espère que les tyrans, les oppresseurs, les fanatiques et les intolérants n'y gagneront pas. Nous avons servi l'humanité, mais il y aura longtemps que nous serons réduits dans une poussière froide et insensible lorsqu'on nous en saura quelques gré. Leur ville est bien murée. Ils ont la commodité, hiver et été, d'en faire le tour, sous des remparts couverts. 37 là.
Toi, tu peux... Como el cuento para esta noche para el guaro, pues. Moi j'ai peur aller. Allez, tu vois. Regardez. C'est qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour. Sans doute parce qu'on peut aisément en faire le tour, et que tout commencement est déjà un recommencement. On est toujours étonné, après 3 kilomètres de marche, d'être revenu à son point de départ. On recommencera donc, encore et encore. On revient sans cesse à son point de départ. Est-ce vraiment avancé ? Un recommencement s'inscrit dans tout commencement. À peine a-t-on fini qu'il est déjà temps et qu'il y a peut-être lieu de recommencer. Bref, on a tendance à tourner en rond. Vous ne pouvez que vous y retrouver. Le parcours s'achève en son commencement. Tout égarement semble impossible. Les remparts séparent d'un extérieur qui fut longtemps jugé menaçant, et ils ouvrent en même temps sur l'infini. On a voulu voir à perte de vue pour mieux contrôler tout ce qui pouvait se voir, se deviner même. Mais la volonté de contrôle se mue pour finir en questionnement de la vue et de ses limites. Nous en sommes là, et nous avons donc avancé en tournant en rond. On dit souvent que le bleu du ciel est moins profond que celui de la mer. La profondeur du ciel est celle d'un immense trou noir. On imagine l'abîme au-dessous de ses pieds, jamais au-dessus de sa tête. Nuages à la dérive, à vitesse variable. Les nuages fuient la portion du ciel qu'ils occupent. On dirait qu'ils ne tiennent plus en place. Ou bien ces filoches dispersées par la police du vent. Le ciel est empêtré dans ces nuages, comme trébuche la parole dans une bouche mal préparée au langage. Il ne parvient plus à digérer la masse nuageuse, sauf à la réduire en pluie. Les nuages sont supposés masquer d'obscurs desseins. Pire, ils les incarnent, lourds de toutes les précipitations à venir.
Le tableau change à vue, l'espace d'un éclair. Éclairez vos objets selon votre soleil, qui n'est pas celui de la nature. Soyez le disciple de l'arc-en-ciel, mais n'en soyez pas l'esclave. Comparez une scène de la nature, dans un jour et sous un soleil brillant, avec la même scène sous un ciel nébuleux. Là, les lumières et les ombres seront fortes. Ici, tout sera faible et gris. Mais vous avez vu 100 fois ces deux scènes se succéder en un clin d'œil. Lorsqu'au milieu d'une campagne immense, quelques nuages épais, portés par les vents qui régnaient dans la partie supérieure de l'atmosphère, tandis que la partie qui vous entourait était immobile et tranquille, allaient à votre insu s'interposer entre l'astre du jour et la terre. Tout a perdu subitement son éclat. Une teinte, un voile triste, obscur et monotone est tombé rapidement sur la scène. Les oiseaux même en ont été surpris et leur chant suspendu. Le nuage a passé, tout a repris son éclat et les oiseaux ont recommencé leur ramage. Pourquoi la nature n'est-elle jamais négligée? C'est que, quel que soit l'objet qu'elle présente à nos yeux, à quelque distance qu'il soit placé, sous quelque aspect qu'il soit aperçu, il est comme il doit être, le résultat des causes dont il a éprouvé les actions. Il n'y a qu'un devoir, c'est d'être heureux. Puisque ma pente naturelle, invincible, inaliénable, est d'être heureux, c'est la source et la source unique de mes vrais devoirs et la seule base de toute législation. Qui pourrait se lasser du ciel sans être absent à lui-même? On prétend que la présence de la chose frappe plus que son imitation. Qui sont donc les hommes les plus faciles à émouvoir, à troubler, à tromper peut-être? Ce sont ceux qui sont restés enfants et à qui l'habitude des signes n'a point ôté la facilité de se représenter les choses. C'est ainsi que le plaisir s'accroîtra à proportion de l'imagination, de la sensibilité et des connaissances. Le ciel ne se répète pas et n'a de cesse de se renouveler, renaissant sans cesse de ses morts successives. Ce n'est jamais le même rouge, ce n'est jamais le même noir. Ils ne sont pas à la même place. Ils n'esquissent pas les mêmes formes. Ils participent à des compositions à chaque fois différentes.
Il y a les teintes de clair et les demi-teintes de clair, les teintes d'ombre et les demi-teintes d'ombre. Système compris sous la dénomination générale de la dégradation de la lumière, depuis le plus grand clair jusqu'à l'ombre la plus forte. La lumière survit à toute forme. Il n'y a que la lumière du jour, ascendante, déclinante, et la pénombre lunaire. Il n'y a que les passages de l'une à l'autre. Différents états de la lumière se succèdent en s'interpénétrant. L'air y est épais. La lumière chargée de la vapeur des lieux frais et des corpuscules que des ténèbres visibles nous y font discerner. Et puis, cela est d'un pinceau si doux, si moelleux, si sûr. C'est un effet merveilleux produit sans effort. On ne songe pas à l'art, on admire, et c'est de l'admiration même que l'on accorde à la nature. Je substitue l'art à la nature pour en bien juger. Ce n'est plus une toile, c'est la nature. C'est une portion de l'univers qu'on a devant soi. Il n'y a qu'une seule passion, celle d'être heureux. Il n'y a qu'une vertu, la justice. Qu'un devoir de se rendre heureux. Qu'un corollaire de ne pas se surfaire la vie et de ne pas craindre la mort. Ciel ouvert comme un œil, comme un front. Les ciels nous racontent les histoires que nous projetons sur eux. Ils peuvent figurer tout ce que tu désires y voir. Tout, mais pas n'importe quoi. Il faut que tes visions tirent leur origine de réalités terrestres. Les ciels nous racontent nos histoires, reconstituent nos lieux de vie dans des formes aussi brèves que fugitives. On reconnaît quelque chose du monde terrestre qui disparaît tout aussitôt.
Paysage polaire, paysage convulsé aux brûlures du soleil incandescent. Imaginez à droite la cime d'un rocher qui se perd dans la nuit. Il était dans le lointain, à en juger par les objets interposés et la manière terne et grisâtre dont il était éclairé. Proche de nous, toutes les couleurs se distinguent. Au loin, elles se confondent en s'éteignant et leur confusion produit un blanc mat. La nuit dérobe les formes, donne de l'horreur au bruit. Ne fût-ce que celui d'une feuille au fond d'une forêt, elle met l'imagination en jeu. À peine voit-on quelque chose qu'on ne voit plus rien. C'est que je suis convaincu qu'il ne peut y avoir de vrai bonheur pour l'espèce humaine que dans un état social où il n'y aurait ni roi, ni magistrat, ni prêtre, ni loi, ni tien, ni mien, ni propriété mobilière, ni propriété foncière, ni vice, ni vertu. Et cet état social est diablement idéal.